La bulle IA, anatomie d'un malentendu financier. Le 21 mars 2026, l'économie mondiale construit quelque chose qu'elle ne comprend pas encore tout à fait. Pas l'intelligence artificielle elle-même, on commence à peu près à comprendre ce qu'elle est, ce qu'elle change, comment elle entre dans le travail et dans les habitudes. Non, ce qu'on ne comprend pas encore, c'est l'échelle de ce qui se joue autour d'elle. En 3 ans, les 5 plus grands groupes technologiques mondiaux ont engagé ou annoncé plus de 1000 milliards de dollars d'investissement dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle. 1000 milliards en 3 ans. Pour donner un ordre de grandeur, c'est plus que le plan Marshall et le programme Apollo réunis, ajustés à l'inflation. C'est davantage que ce que coûte chaque année la guerre en Ukraine. C'est l'équivalent du PIB annuel de pays entiers injectés dans des centres de données, des puces, des câbles, du refroidissement, de l'électricité. Jensen Huang, le patron de Nvidia, a parlé à Davos de la plus vaste construction d'infrastructures de l'histoire humaine. Ce n'est peut-être pas entièrement exagéré. Et pourtant, David Kahn, analyste chez Sequoia Capital, l'un des fonds les plus respectés au monde, a posé une question que personne n'a encore vraiment résolue. Il a demandé en substance, pour que ces dépenses se justifient, l'industrie de l'IA devrait déjà générer environ 600 milliards de dollars de revenus annuels. Où sont-ils ? La réponse, au 21 mars 2026, tient en 4 mots. Ils n'y sont pas. L'IA génère des revenus, oui, en forte croissance, bien réels, mais pas 600 milliards. Pas encore, peut-être pas avant longtemps. C'est là que le vertige commence. Parce que les dépenses, elles, n'attendent pas. Les data centers sortent de terre, les puces s'empilent, les contrats d'énergie se signent, les emprunts se contractent. Environ 400 milliards de dollars de dettes supplémentaires en 2026, selon Morgan Stanley, rien que pour les hyperscalers. Ce n'est pas de l'autofinancement serein, c'est une course à crédit engagée sur la foi d'un futur qui n'a pas encore livré ses preuves comptables. Et pendant ce temps, Deutsche Bank observe tranquillement que sans les dépenses technologiques, les États-Unis seraient probablement déjà en récession. Cette phrase change la nature du problème. L'investissement dans l'IA n'est plus un pari sectoriel, c'est un pilier macroéconomique, un pilier qui soutient une part significative de la croissance de la première puissance mondiale. Ce qui signifie que si ce pilier vacille, ce n'est plus une affaire de start-up, c'est un problème systémique. On se retrouve donc face à une situation sans véritable précédent dans sa forme, même si elle a des échos historiques dans sa structure. Nous avons déjà vu cela. Des économies entières ont déjà investi massivement, collectivement, fébrilement dans des infrastructures dont elles pressentaient l'importance, sans encore savoir comment elles paieraient. Les chemins de fer, le télégraphe, la fibre optique, Internet. À chaque fois, la technologie était réelle. À chaque fois, l'infrastructure a fini par servir. Et à chaque fois, une partie considérable du capital initial a été détruite en chemin. Lors du crash des dot-com, le Nasdaq a perdu 78% de sa valeur. Environ 5000 milliards de dollars se sont évaporés. Et pourtant, 20 ans plus tard, les entreprises bâties sur cette même infrastructure, les GAFAM, valaient plus de 20 000 milliards. L'infrastructure avait survécu. Les valorisations, elles, avaient été pulvérisées. Et les gagnants de la phase suivante n'étaient pas forcément ceux qui avaient payé au sommet de la phase précédente. Voilà le schéma qu'il faut garder en tête. Non pas pour conclure que l'IA est une bulle, ce serait trop simple, mais pour accepter qu'une révolution technologique peut être absolument réelle, profondément transformatrice, historiquement décisive, et malgré tout s'accompagner d'un cycle de surinvestissement dont une partie du capital ne reviendra pas. Certaines bulles ne financent pas seulement des illusions, elles financent, trop tôt et trop cher, des infrastructures que ni les États ni les marchés patients n'auraient construites à cette vitesse. Ce n'est pas contradictoire, c'est même assez fréquent, c'est presque la règle. Et en mars 2026, plusieurs signaux convergent pour rendre cette hypothèse plus qu'intellectuelle. Il y a l'échelle sans précédent des dépenses. Il y a le décalage entre les revenus générés et les capitaux engagés. Il y a la concentration extrême du marché. Nvidia tire 90% de ses revenus du data center IA, et 4 ou 5 clients représentent l'essentiel de la demande. Le marché IA mondial repose sur 5 décisions d'achat. Il y a aussi quelque chose de plus subtil et peut-être de plus important. La rareté des modèles, sur laquelle repose une grande partie des valorisations, commence à se fissurer. Des modèles open weight crédibles circulent. Mistral existe, réellement français dans sa structure, mais pris en étau entre des géants américains qui dépensent 100 fois plus et des modèles chinois souvent gratuits et parfois meilleurs sur les benchmarks. La couche modèle, que le marché valorise encore comme un actif naturellement rare, devient progressivement plus disputée, plus distribuée, plus substituable. Et si cette rareté se dissout, alors une partie du récit financier qui soutient l'ensemble commence à vaciller. Il y a enfin le contexte. En mars 2026, le monde n'est pas calme.
Le Brent dépasse 114 $ le baril après des frappes sur les infrastructures énergétiques au Moyen-Orient. Le gaz européen bondit de 35%. 3 centres AWS ont été touchés dans le Golfe. L'énergie, dont les data centers sont voraces, devient plus chère et plus fragile au moment même où la construction s'accélère. La bulle IA, si bulle il y a, ne flotte pas dans un ciel vide. Elle flotte dans un monde instable. C'est de tout cela qu'on va parler dans cet épisode. Pas pour trancher. Personne ne le peut en mars 2026, et quiconque prétend le contraire ment ou se ment. Mais pour poser les bonnes questions. Comment se fait-il que l'économie mondiale investisse plus vite et plus massivement que jamais dans une technologie dont personne ne sait encore si les chiffres bouclent? Et surtout, si correction il y a, qu'est-ce qui cassera vraiment? Les usages, les modèles, les valorisations, ou simplement l'idée que cette révolution devait payer vite, proprement, et exactement là où le marché l'attendait? C'est un épisode sur le décalage des temps, sur ce qui se passe quand une transformation réelle rencontre un capital impatient, sur la différence entre une infrastructure qui compte et un prix qui tient. Chapitre 1. 1000 milliards dans le brouillard. Jamais une technologie aussi jeune n'avait attiré autant de capital, aussi vite. Le problème, c'est qu'à cette échelle, l'incertitude cesse d'être un détail. Ces 1000 milliards, il faut maintenant les décomposer, parce que le total, à cette altitude, ne dit pas grand-chose. Ce qui frappe, quand on regarde de près, c'est la granularité. Selon Goldman Sachs, les 5 principaux hyperscalers, Microsoft, Amazon, Google, Meta et quelques autres géants du cloud, prévoient d'investir environ 602 milliards de dollars en CAPEX, c'est-à-dire en dépenses d'investissement lourdes pour la seule année 2026, dont à peu près 75%, soit environ 450 milliards, directement dans l'infrastructure IA. Amazon, à elle seule, prévoit environ 200 milliards de dollars de dépenses IA en 2026. C'est davantage que le PIB combiné de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie. Une seule entreprise dépense plus en intelligence artificielle que 3 pays européens ne produisent en un an. Et la vitesse compte autant que le montant. Même la bulle Internet, qui reste dans la mémoire collective comme l'épisode de surinvestissement technologique de référence, n'avait pas atteint cette intensité. Les estimations du CAPEX télécom et Internet total pendant la bulle de 1998 à 2001 tournent autour de 400 à 600 milliards de dollars ajustés. C'est-à-dire que le CAPEX IA de la seule année 2026 dépasse en un an ce que la bulle .com a investi en 4 ans. Internet a eu le temps d'enfler, le web grand public né au début des années 90 et la bulle culmine presque une décennie plus tard. L'IA générative, elle, explose à la fin de 2022. En ce 21 mars 2026, nous avons déjà les CAPEX, les dettes, les data centers, la guerre des modèles et la désillusion d'entreprises. Ce n'est pas seulement une bulle plus grande, c'est une bulle plus comprimée. Mais où en sont les revenus concrètement ? OpenAI annonce environ 25 milliards annualisés. Anthropic revendique 14 milliards. Ces chiffres sont impressionnants à l'échelle d'entreprises aussi jeunes, mais ils restent très loin de l'ordre de grandeur que suppose le rythme actuel d'investissement. L'ensemble de la couche applicative, copilote, agents, services, pèse encore bien moins que le gouffre d'investissement censé la soutenir. Le problème n'est pas que l'investissement soit absurde. Le problème est qu'il est calibré pour un futur qui devrait arriver beaucoup plus vite que l'histoire des technologies ne le suggère. Et c'est ici que la question de la dette devient cruciale. Parce que ces investissements ne sont pas tous financés par les profits existants des entreprises. Morgan Stanley estime qu'en 2026, les hyperscalers auront emprunté environ 400 milliards de dollars pour financer leur course à l'infrastructure IA. Ce n'est pas du réinvestissement de bénéfices, c'est de l'endettement massif contracté au nom d'un rendement futur. Or, la dette a une propriété que le capital propre n'a pas, elle exige un calendrier, elle impose des échéances. Elle transforme un pari à long terme en obligation à moyen terme. Et quand un pari à long terme est financé par de la dette à moyen terme, le moindre retard dans la matérialisation des revenus crée une pression mécanique. On retrouve ici la structure classique des grandes bulles d'infrastructure. L'investissement précède la demande, le capital va plus vite que l'adoption, et la dette transforme un désajustement temporel en risque financier concret. Et il y a un élément qui rend la situation encore plus singulière. Le FMI a prévenu qu'une forte correction des prix sur les marchés liés à l'IA pourrait avoir des incidences sur la richesse et la consommation globale et se propager aux marchés financiers dans leur ensemble.
Les dépenses IA soutiennent les résultats de Nvidia, qui soutiennent une part importante de la performance du Nasdaq, lequel influence à son tour les portefeuilles de retraite, la richesse perçue et donc une partie de la consommation et de la croissance. La chaîne est plus longue et plus tendue qu'on ne le croit. L'investissement peut être juste dans sa direction et profondément fragile dans son calendrier. C'est exactement ce qu'il faut examiner de plus près, parce qu'il y a, dans la mécanique même de cette course à l'infrastructure, un paradoxe que peu de gens voient clairement. Un paradoxe où l'efficacité elle-même alimente la dépense, où la baisse des coûts nourrit l'escalade et où la rationalité individuelle de chaque acteur produit une dynamique collective potentiellement insoutenable. C'est le piège de Jevons, et il est au cœur de ce qui se passe. Chapitre 2. Le piège de Jevons. Les coûts baissent, les usages explosent, les dépenses suivent. Quand l'efficacité nourrit l'escalade, le marché peut se tromper sans jamais avoir l'air absurde. En 1865, un économiste anglais du nom de William Stanley Jevons observe quelque chose d'étrange dans l'industrie du charbon. Les machines à vapeur deviennent plus efficaces, elles consomment moins de charbon par unité de travail produite. On s'attend logiquement à ce que la consommation totale de charbon diminue. Or, c'est l'inverse qui se produit. La consommation totale explose. Pourquoi ? Parce que la baisse du coût d'usage rend le charbon rentable dans des applications qui n'existaient pas avant. L'efficacité ne réduit pas la demande, elle l'élargit. La machine consomme moins par geste, mais elle multiplie les gestes. Et le résultat net est une augmentation massive de la consommation totale. C'est le paradoxe de Jevons, et il est en train de se jouer sous nos yeux avec l'intelligence artificielle. Les chiffres sont spectaculaires. En mars 2023, le coût d'1 million de tokens en entrée sur un modèle de classe GPT-4 tournait autour de $30. En mars 2026, des modèles de qualité comparable s'utilisent pour environ 15 centimes le million de tokens. C'est une baisse d'un facteur 200 en 3 ans. C'est un effondrement de coûts comme on en voit rarement dans l'histoire de la technologie. Même la loi de Moore, dans ses meilleures décennies, n'a pas produit ce rythme sur une période aussi courte. Et la réaction intuitive, face à une telle baisse, serait de penser que les dépenses totales devraient ralentir. L'intelligence coûte moins cher, donc on devrait en dépenser moins. C'est exactement l'inverse qui se produit. L'usage s'est démultiplié, les requêtes se sont multipliées, les applications se sont élargies. Les volumes de tokens consommés ont explosé. Les cas d'usage qui ne se justifiaient pas à $30 le million de tokens deviennent rentables à 15 centimes. Le seuil de viabilité descend et en descendant, il ouvre un continent de demandes nouvelles. Résultat, les dépenses totales d'infrastructures IA augmentent massivement malgré la baisse vertigineuse des coûts unitaires. C'est Jevons à l'état pur. Et c'est un mécanisme fondamental pour comprendre la dynamique actuelle, parce qu'il crée une boucle. La séquence est presque mécanique. La baisse des coûts d'inférence rend l'IA utilisable dans plus de contextes. Plus de contextes crée plus de demandes. Plus de demandes justifie plus d'investissements en infrastructures. Plus d'infrastructures produit des économies d'échelle qui font encore baisser les coûts. Et la boucle recommence. À chaque tour, les dépenses augmentent. À chaque tour, les coûts unitaires diminuent. Et à chaque tour, la distance entre les capitaux engagés et les revenus générés reste ouverte, parce que la demande créée par la baisse des coûts n'est pas encore convertie en revenus stables. C'est un cercle qui ressemble à un cercle vertueux. Il en a la forme, il en a le vocabulaire. Mais il a une propriété qu'un vrai cercle vertueux n'a pas. Il repousse indéfiniment le moment où les revenus rattrapent les investissements. Là, le piège se referme. Parce que tant que la boucle tourne, chaque acteur a une raison parfaitement rationnelle de continuer. L'efficacité s'améliore, donc l'opportunité grandit, donc il faut investir plus, donc on investit plus. Aucun acteur individuel ne fait quelque chose d'irrationnel. Chacun poursuit logiquement un gain réel dans un marché qui s'élargit réellement. Mais collectivement, le système accumule un pari implicite de plus en plus grand sur un futur de plus en plus lointain. Et personne ne peut facilement s'arrêter, parce que celui qui s'arrête le premier cède du terrain à tous les autres. C'est la structure classique d'une course aux armements économiques. L'escalade n'est pas le produit de la folie, elle naît de rationalité locale enfermée dans un système globalement instable. Il faut bien mesurer ce que cela implique pour la thèse de la bulle. Cela signifie que la bulle éventuelle ne ressemblerait pas à une bulle classique où des acteurs irrationnels investissent dans du vide. Ce serait une bulle d'un type plus sophistiqué, une bulle où l'investissement est réel, l'usage est réel, l'efficacité est réelle, mais où la dynamique même de l'efficacité repousse sans cesse le point d'équilibre économique. C'est beaucoup plus difficile à lire en temps réel, parce que tous les signaux de surface semblent positifs. Les usages augmentent, les coûts baissent, l'adoption progresse, les produits s'améliorent. Individuellement, chaque indicateur va dans la bonne direction, et il y a même un mécanisme que les sceptiques sous-estiment parfois.
L'infrastructure construite pour entraîner un modèle ne reste pas nécessairement oisive une fois l'entraînement terminé. Les mêmes GPU peuvent, dans une large mesure, servir l'inférence. Et l'inférence, elle, est continue. Des millions de requêtes 24 heures sur 24. Autrement dit, l'explosion de la demande d'inférence permet en partie de lisser l'occupation de l'infrastructure, d'amortir les coûts d'entraînement sur un usage plus dense. C'est un argument réel contre la thèse de la surcapacité pure. Un data center construit pour l'entraînement n'est pas nécessairement condamné à l'oisiveté entre deux cycles. Il peut être rempli par l'inférence. Mais cela ne résout pas tout, parce que la fongibilité n'est pas parfaite. Les configurations optimales pour l'entraînement et pour l'inférence ne sont pas identiques. Les confondre sans optimisation peut générer jusqu'à 40% de surcoût. Et surtout, même un data center occupé à 100% ne résout rien si le prix auquel l'inférence est vendue ne couvre pas le coût du capital investi. L'occupation ne garantit pas la rentabilité. Un hôtel peut afficher complet et perdre de l'argent si le prix des chambres ne rembourse pas son coût de construction. Mais la question structurelle reste entière. À quel moment les revenus générés par cette demande croissante deviennent-ils suffisants pour absorber les capitaux engagés pour la servir ? On peut même pousser le raisonnement un cran plus loin. Si l'on prend au sérieux l'ordre de grandeur du cycle actuel, environ 1000 milliards de dollars investis dans l'infrastructure IA, et si l'on raisonne non pas en coût de compute pur, mais en coût économique complet, hébergement, énergie, refroidissement, réseau, exploitation, maintenance, vente, marketing, structure, alors il faut probablement vendre, accrochez-vous, entre 100 et 500 quadrillions de tokens pour simplement revenir à zéro, selon le prix moyen retenu par million de tokens. Ce chiffre touche presque à l'absurde. C'est précisément pour cela qu'il est clair. Il montre que le problème n'est pas seulement de savoir si l'IA est bonne ou même si elle est massivement utilisée. Le problème est que plus le token devient bon marché, plus il faut en vendre des quantités astronomiques pour rembourser l'infrastructure construite pour le servir. Autrement dit, la baisse du coût unitaire résout le problème de l'usage. Elle ne résout pas nécessairement le problème du capital. Parce que dans un monde où l'efficacité crée sa propre demande, la demande ne manque jamais. Mais la demande solvable, la demande qui paie suffisamment pour rémunérer le capital investi, c'est autre chose. Il y a une différence fondamentale entre un usage qui explose et un marché qui se stabilise. Un usage peut croître indéfiniment si le coût tend vers zéro. Mais un marché ne se stabilise que si quelqu'un, quelque part, paye assez pour que les investisseurs retrouvent leur mise. Et c'est peut-être la question la plus dérangeante de 2026. Est-il possible que l'IA devienne si efficace, si peu chère, si diffusée, qu'elle génère un usage immense mais une rente faible? Que l'intelligence devienne en quelque sorte trop abondante pour rester très profitable? Si cette hypothèse a ne serait-ce qu'une part de vérité, alors le paradoxe de Jevons n'est pas seulement un mécanisme d'efficacité, c'est aussi un mécanisme de bulle. Pas une bulle de mensonge, une bulle de succès mal tarifé, ce qui nous conduit naturellement à regarder de plus près qui, exactement, porte le poids de cette architecture. Parce que derrière les 1000 milliards et les boucles d'efficacité, il y a une concentration de risque que très peu de gens mesurent. Et cette concentration tient dans un chiffre assez simple, 90%. Chapitre 3. 5 clients, un thermomètre. Le marché de l'IA ressemble à une vague mondiale. En réalité, il repose sur une poignée de budget et sur une entreprise dont tout le monde lit les résultats comme un oracle. Nvidia a publié ses résultats pour l'exercice fiscal 2026. Les chiffres sont, au sens littéral, sans précédent dans l'histoire du semi-conducteur. 216 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, dont 194 milliards pour la seule division data center. Il y a 3 ans, ce chiffre était de 15 milliards. En 3 exercices, les revenus data center de Nvidia ont été multipliés par 13. Les bénéfices nets trimestriels atteignent 43 milliards de dollars. Les marges brutes flirtent avec 75%. Vu de loin, c'est un triomphe, et à bien des égards, c'en est un. Mais sous la surface, il y a autre chose. Nvidia ne vend pas à un marché. Nvidia vend à 4 ou 5 entreprises. Microsoft, Amazon, Google, Meta, Oracle et quelques autres dans des proportions bien moindres. Ce sont ces acteurs qui achètent les GPU par centaines de milliers, qui commandent les puces Blackwell, qui réservent les prochaines générations Rubin, qui signent les contrats d'achat pluriannuels. Le marché mondial de l'IA dans sa couche la plus fondamentale, la couche compute, repose sur ce que les économistes appellent un oligopsone, un petit nombre d'acheteurs très puissants face à un fournisseur quasi monopolistique. Ce que le marché appelle demande mondiale de l'IA ressemble parfois à quelque chose de plus étroit. 5 budgets se regardant mutuellement
actuellement et se forçant à continuer. Que se passe-t-il si un seul de ces 5 clients ralentit significativement ses commandes? On parle d'un marché où un seul client, Meta par exemple, peut représenter des dizaines de milliards de dollars de commandes annuelles. Si Meta décide, un trimestre, de temporiser, de lisser, de reporter une génération de puces, l'impact se lit immédiatement dans les résultats de Nvidia, puis dans le cours de Nvidia, puis dans le Nasdaq, puis dans les portefeuilles indexés du monde entier. La concentration crée une fragilité structurelle que les chiffres de croissance masquent très efficacement. Quand tout va bien, la concentration est un accélérateur. Quand l'un d'eux hésite, elle devient un amplificateur de choc. Prenons un pas de recul. En 2026, les hyperscalers prévoient collectivement environ 630 milliards de dollars de capex, dont la majorité est orientée vers l'infrastructure IA. Nvidia capte, via ses puces et ses systèmes réseau, une part considérable de cette enveloppe. Autrement dit, les revenus de Nvidia sont, dans une large mesure, un reflet direct des décisions de capex de 5 entreprises. Ce qui signifie que Nvidia n'est pas seulement le premier bénéficiaire du cycle IA. Nvidia est le thermomètre du cycle IA. Si les commandes accélèrent, c'est le signal que les hyperscalers croient encore au retour sur investissement de l'infrastructure. Si elles ralentissent, c'est le signal inverse. Et comme Nvidia est l'une des plus grandes capitalisations boursières mondiales, ce signal se propage instantanément dans tout le système financier. C'est une architecture de risque très particulière. Dans la bulle Internet, le risque était dispersé entre des milliers de startups et des centaines d'IPO. L'éclatement a été violent mais diffus. En 2026, le risque est concentré dans un nombre très réduit de nœuds. Nvidia, les 5 hyperscalers et les marchés financiers qui se sont indexés sur leur performance. Il y a là un phénomène de circularité qui mérite d'être nommé. Microsoft investit massivement dans l'infrastructure IA. Une partie de cet investissement passe par Azure, qui héberge les modèles d'OpenAI, dans laquelle Microsoft a elle-même investi des milliards. OpenAI utilise Azure pour entraîner et servir ses modèles. Ça génère des revenus cloud pour Microsoft, qui justifie de nouveaux investissements dans Azure, qui passent par des achats de GPU Nvidia, dont les résultats spectaculaires soutiennent la valorisation du Nasdaq, qui rassure les marchés, ce qui encourage de nouveaux investissements. Chaque maillon finance le suivant, et chaque maillon a besoin que le précédent tienne. Nul complot là-dedans, seulement une architecture de flux interdépendants, parfaitement logique tant que la musique joue. Mais c'est aussi une architecture où un blocage, même local, peut se propager très vite. Goldman Sachs a d'ailleurs révisé à la hausse ses estimations de dépenses IA pour 2026 à 527 milliards de dollars, soit environ 0,8% du PIB mondial. Autrement dit, près d'1 point de PIB mondial est désormais orienté, directement ou indirectement, vers la construction de l'infrastructure de l'intelligence artificielle. 0,8% du PIB mondial, pour une technologie qui n'a pas encore prouvé qu'elle pouvait rembourser la facture à cette échelle. Il faut laisser ce chiffre résonner un instant, parce qu'il dit quelque chose de très simple. Nous ne sommes plus dans un pari de venture capital, nous sommes dans un engagement macroéconomique, avec une structure de risque qui rappelle encore le venture capital. Et elle le devient davantage quand on regarde ce que font les entreprises qui sont censées utiliser tout cela. Parce que si le thermomètre mesure la température de l'offre, il ne dit pas grand-chose sur la température de la demande, sur ce que les entreprises, les vraies, celles qui doivent transformer cette intelligence en valeur concrète, font réellement avec ces outils. Or, c'est précisément là que le tableau se complique, parce que Gartner, au moment même où les budgets atteignent des sommets historiques, place l'intelligence artificielle générative dans ce qu'il appelle le creux de la désillusion, le moment où une technologie prometteuse commence à devoir prouver qu'elle rapporte vraiment. Et cette coïncidence n'est pas anodine. Chapitre 4. La désillusion au sommet. L'argent continue d'affluer au moment même où les entreprises commencent à douter. C'est souvent là qu'une bulle devient plus difficile à voir et plus dangereuse à nier. Il y a dans le cycle de Gartner une notion que les marchés financiers préfèrent ignorer, celle du creux de la désillusion. La désillusion ne commence pas quand la technologie cesse de marcher. Elle commence quand elle cesse d'être dispensée de preuves économiques. Le moment où les organisations découvrent que la technologie est plus difficile à déployer, plus lente à rentabiliser et plus complexe à gouverner qu'elles ne l'imaginaient. Mais voici ce qui est singulier en 2026. L'IA générative entre dans cette phase au moment même où les budgets qui lui sont consacrés atteignent un sommet absolu. Gartner anticipe 2500 milliards de dollars de dépenses mondiales liées à l'IA en 2026. C'est un chiffre colossal. L'argent coule partout. Et simultanément, les mêmes analystes observent que seuls 10% des entreprises ont une maturité élevée dans leur usage de l'IA, que la plupart des projets pilotes ne passent pas en production, que le ROI reste, dans les termes mêmes de Gartner, insaisissable. Ces deux faits doivent être tenus ensemble. Les entreprises ne dépensent pas parce qu'elles ont déjà prouvé que l'IA les rendait plus rentables. Elles dépensent parce qu'elles craignent de rester dehors. C'est un mécanisme différent, et il a un nom assez simple, le FOMO corporate, la peur de rater le train.
La crainte de se réveiller un matin en réalisant que le concurrent a pris 2 ans d'avance pendant qu'on évaluait prudemment le retour sur investissement. Ce FOMO est très humain et, jusqu'à un certain point, rationnel. Parce que dans un monde incertain, ne pas investir du tout dans une technologie transformatrice comporte aussi un risque réel. Mais quand l'investissement est motivé davantage par la peur que par la preuve, les conditions d'un emballement sont réunies. Un investissement motivé par le FOMO est difficile à arrêter, il est difficile à évaluer, il résiste aux mauvaises nouvelles, et surtout, il produit un consensus artificiel. Tout le monde investit, donc c'est la bonne chose à faire, donc il faut investir. Le résultat est un marché qui s'auto-renforce, non pas parce que les résultats s'améliorent, mais parce que le coût perçu de ne pas y être augmente. Et quand un marché est soutenu par la peur plutôt que par le rendement, il devient vulnérable à un type de retournement très particulier, le moment où la peur change de camp. Tant que les entreprises ont peur de rater l'IA, elles investissent. Mais le jour où elles commencent à avoir peur d'avoir trop investi, le jour où un ou deux échecs très visibles créent un doute, le jour où un grand groupe annonce qu'il réduit ses budgets IA parce que le ROI ne se matérialise pas, ce jour-là, le FOMO s'inverse et le consensus artificiel se décompose très vite. Nous n'en sommes pas encore là en mars 2026, mais les conditions sont en place. Parce qu'il y a un chiffre que les comités exécutifs ne pourront pas ignorer très longtemps. Selon une analyse de Cléchat, moins de 6% des projets IA en entreprise ont produit à ce stade des gains financiers supérieurs à 10%. 6%. Pour 2500 milliards de dépenses mondiales. Cela ne veut pas dire que les 94% restants sont inutiles. Certains produiront des résultats plus tard. Mais 6% de résultats tangibles face à l'ampleur de la dépense, c'est un décalage qui finira par être posé sur la table des arbitrages budgétaires. Ce moment sera d'autant plus difficile que le marché de l'IA est déjà en train de changer de structure. Parce que pendant que les entreprises investissent massivement dans des modèles premium, dans des abonnements copilotes, dans des déploiements enterprise coûteux, la couche modèle elle-même se transforme. Des alternatives apparaissent. Des modèles gratuits ou quasi gratuits circulent. L'intelligence de pointe, que le marché croyait rare, se diffuse plus vite que prévu. Cela change tout, pas seulement sur le prix, sur la rente elle-même. Chapitre 5. La rareté se dissout. Le marché valorise encore les modèles comme s'ils allaient rester extraordinairement rares. Mais l'intelligence, elle, commence déjà à circuler. Pendant 2 ans, le récit dominant de l'IA a reposé sur une hypothèse implicite. Les meilleurs modèles resteraient durablement concentrés entre quelques mains. OpenAI, Google, Anthropic, peut-être 2 ou 3 autres. Et cette concentration justifierait à terme des rentes exceptionnelles. C'était une hypothèse raisonnable en 2023. En mars 2026, elle commence à craquer. Pas parce que les leaders auraient perdu leur avance, ils restent très forts. Mais parce que le marché n'a pas besoin que les leaders perdent pour que leur rente soit fragilisée. Il suffit que des alternatives suffisamment bonnes existent. Et elles existent. Mistral est moins un champion qu'un révélateur. Mistral AI est une entreprise réellement française. Ses fondateurs détiennent environ 42% du capital, les investisseurs français et européens sont majoritaires, les fonds américains restent minoritaires. La valorisation post-série C est de 11,7 milliards d'euros. Mistral affiche un ARR, autrement dit un revenu annuel récurrent, de 300 millions d'euros en septembre 2025 et vise le milliard pour fin 2026. Ce sont de vrais revenus. BNP Paribas, HSBC comptent parmi ses clients. L'entreprise a lancé une suite dédiée aux institutions financières. Elle signe des partenariats de distribution avec Azure et AWS. Elle publie des modèles open-weight sous licence Apache. Mais les benchmarks indépendants montrent aussi ses limites. Sur les classements les plus suivis, LM6, Artificial Analysis, les évaluations croisées, Mistral Large se situe en retrait par rapport aux meilleurs modèles américains et surtout par rapport aux modèles chinois de pointe. Et c'est là que la situation devient véritablement inconfortable, parce que les modèles chinois, DeepSeek, Qwen et d'autres, ne sont pas seulement compétitifs, ils sont souvent gratuits. DeepSeek distribue ses modèles en open source complet. Qwen adopte des architectures MOE, Mixture of Experts, c'est-à-dire des modèles qui n'activent qu'une partie de leurs paramètres à chaque requête, extrêmement efficaces. Ces modèles ne rivalisent pas seulement sur la performance, ils rivalisent sur un terrain encore plus dangereux pour les valorisations, le prix. Autrement dit, imaginez que vous êtes DSI d'une grande entreprise européenne et que vous devez arbitrer en mars 2026. Vous êtes face à un choix structurellement difficile. D'un côté,
des modèles américains dominants, très bien intégrés dans les suites Enterprise qu'il utilise déjà. De l'autre, des modèles chinois parfois comparables ou meilleurs et gratuits. Et au milieu, Mistral, un cran en dessous sur les benchmarks, plus cher que le gratuit chinois, mais porteur d'un discours de souveraineté et de confiance. La souveraineté, le RGPD, la confiance dans le fait que les données ne transitent pas par des serveurs soumis au gouvernement chinois ou au Cloud Act américain, ce sont de vrais arguments. Mais un argument ne se monétise que s'il est adossé à un produit qui rivalise. Et en mars 2026, l'écart de performance rend cet adossement fragile. Payer plus cher pour un produit en dessous parce qu'il est européen, est-ce de la souveraineté ou simplement un surcoût difficile à justifier économiquement? La question est rude. C'est pourtant celle que se posent, silencieusement, les acheteurs. Et Mistral a des atouts réels pour y répondre. Le fine-tuning privé, le déploiement on-premise, directement chez le client, la verticalisation financière, la conformité européenne native. Tout cela peut constituer un avantage de service, sinon de modèle. Mais cet avantage n'est pas encore prouvé à grande échelle. L'intérêt de Mistral dans cette histoire est simple. Il montre ce qui arrive quand la couche modèle cesse d'être naturellement rare. Les modèles chinois vont encore plus loin. Ils montrent que cette rente peut être attaquée par le gratuit. Une grande partie des valorisations des acteurs IA repose sur l'idée d'une rente concentrée. Peu de producteurs, beaucoup de demandes, pouvoir de prix élevé, marges exceptionnelles durables. C'est cette structure qui justifie des multiples très élevés. Mais si de bons modèles deviennent abondants, substituables, parfois gratuits, alors cette structure se fragilise. Non pas parce que les modèles deviendraient mauvais, mais parce que leur rareté économique se dégrade. Et quand la rareté économique d'un actif se dégrade, les valorisations construites sur cette rareté doivent être revues. Il ne s'agit pas d'annoncer l'effondrement des grands labos, ils ont la marque, les talents, la distribution, les partenariats, la profondeur d'intégration, tout cela compte. Mais le récit selon lequel la couche modèle concentrerait naturellement et durablement l'essentiel de la rente commence à être mis en doute par la réalité même du marché. Il faut ici corriger une autre idée reçue. En mars 2026, l'inférence premium n'est pas nécessairement une activité déficitaire à l'unité. Les ordres de grandeur disponibles suggèrent qu'un modèle de classe GPT-4 coûte autour de 40 centimes par million de tokens en compute pur, et probablement entre 60 centimes et 1 dollar tout compris chez un hyperscaler bien optimisé, une fois ajouté l'hébergement, l'énergie, le refroidissement, le réseau et l'exploitation. Or, les prix de vente des API premium restent encore nettement au-dessus de cela, autour de 2,50 $ par million de tokens en entrée, parfois 10 $ ou plus en sortie. À ces niveaux-là, la marge existe. Le problème n'est donc pas l'impossibilité de rentabiliser l'inférence aujourd'hui. Le problème est que le marché construit ses valorisations comme si ses prix de vente pouvaient demeurer durablement élevés dans un monde où des modèles chinois gratuits, des modèles open weight et des architectures toujours plus efficaces poussent les coûts et donc les prix vers le bas. Le risque porte moins sur l'économie unitaire présente que sur la soutenabilité future du pricing. Il reste maintenant à intégrer un dernier élément dans cette analyse, un élément que personne ne pouvait anticiper il y a 6 mois et qui change pourtant les conditions de viabilité de toute l'architecture. Parce que la bulle IA ne flotte pas dans le vide, elle flotte dans un monde, et en mars 2026, ce monde est devenu plus dangereux. Chapitre 6. Le monde revient. Aucune bulle ne flotte dans le vide. L'énergie, la guerre et les chaînes d'approvisionnement finissent toujours par demander des comptes aux récits trop propres. Il y a une hypothèse implicite dans tout ce que nous venons de décrire. Les 1000 milliards de capex, la boucle de Jevons, la course des hyperscalers, la montée en puissance des data centers. Tout cela suppose que l'énergie reste accessible, que les chaînes d'approvisionnement fonctionnent et que le monde extérieur reste suffisamment calme pour que la construction continue. En mars 2026, cette hypothèse vient d'être percutée. 2 jours plus tôt, le 19 mars, le Brent dépasse 114 $ le baril après des frappes sur des infrastructures énergétiques au Moyen-Orient. Une bulle reste abstraite jusqu'au jour où elle rencontre le prix du carburant. Le gaz européen bondit de 35% en quelques jours. Le détroit d'Ormuz, par lequel transite 1/5 du pétrole mondial, est perturbé. Des tankers sont touchés. L'aluminium atteint 3 544 $ la tonne, un plus haut de 4 ans. Et 3 centres de données AWS situés aux Émirats arabes unis et à Bahreïn ont été endommagés. Ce dernier point est nouveau. On savait que les data centers consommaient énormément d'énergie. On savait que leur multiplication posait des questions de viabilité électrique dans certaines régions. Ce qu'on n'avait pas encore vu, c'est un conflit géopolitique toucher physiquement l'infrastructure cloud.
IDC a modélisé plusieurs scénarios. Dans le cas d'un conflit prolongé, le pétrole se stabilise entre 85 et 95 $ le baril en moyenne annuelle. Dans le cas d'une guerre de plus de 3 mois, il dépasse durablement les 100 $. Les deux scénarios impliquent une hausse significative du coût de l'énergie pour les data centers, un renchérissement des chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs et une pression à la baisse sur les budgets IT mondiaux. Et Morningstar note que le conflit menace aussi l'approvisionnement en minerais essentiels pour la fabrication des puces IA. Il faut mesurer ce que cela signifie pour l'architecture que nous avons décrite. Le cycle IA repose sur 3 piliers physiques, des puces, de l'électricité, de la connectivité réseau, et les 3 sont sensibles à la géopolitique. Les puces dépendent de chaînes d'approvisionnement concentrées. L'électricité dépend du prix des combustibles. La connectivité dépend de câbles et de nœuds d'échange qui, comme on vient de le voir, ne sont pas à l'abri d'un conflit. Autrement dit, la bulle IA n'est pas seulement exposée à un risque financier, elle est exposée à un risque physique. Et ce risque physique arrive au pire moment du cycle, parce que les data centers sont en pleine phase d'expansion, parce que les contrats d'énergie sont signés pour des années, parce que les engagements de CAPEX sont déjà pris. Un data center ne s'éteint pas comme une usine classique. Il porte des engagements de disponibilité, des SLA, des charges contractuelles. Il a besoin d'énergie en continu, pas en intermittence. Et quand le coût de cette énergie double, la marge sur chaque opération d'inférence se comprime mécaniquement. Le choc énergétique ne crée pas la bulle, il ne l'invente pas, il l'accélère. Il comprime les marges, il renchérit les coûts, il fragilise les plans, il ajoute une contrainte physique à une contrainte financière. Et dans l'histoire des bulles, c'est souvent ainsi que le dénouement se produit. Pas par une cause unique, pas par une révélation spectaculaire, mais par l'accumulation de tensions qui, individuellement, sont gérables et qui collectivement deviennent insoutenables. La bulle des chemins de fer n'a pas éclaté parce que le train était inutile. Elle a éclaté parce que la Banque d'Angleterre a relevé ses taux de 3 à 5% en 1847, au moment même où le capital engagé n'avait pas encore produit de rendement. La bulle Internet n'a pas éclaté uniquement parce que les business models étaient fragiles. Elle a éclaté aussi parce que les taux ont monté, parce que la confiance s'est retournée, parce qu'un enchaînement de signaux a transformé un doute latent en panique visible. En mars 2026, le pétrole à 114 $ n'est pas, en soi, le déclencheur d'un crack, mais il s'ajoute à un système déjà sous tension. Et dans un système sous tension, il ne faut pas un tremblement de terre pour provoquer une avalanche. Il suffit parfois d'un peu de neige supplémentaire. La question devient donc, que se passe-t-il si la correction arrive? Pas comme hypothèse lointaine, comme possibilité réelle dans les 12 à 18 mois qui viennent. Qu'est-ce qui casse? Qu'est-ce qui tient? Et qu'est-ce qui, au fond, n'était pas une rente mais simplement une promesse de rente? Chapitre 7. Ce qui casse, ce qui tient. Si la bulle corrige, elle ne frappera pas tout de la même manière. Elle révélera surtout ce qui relevait d'un usage réel et ce qui relevait d'une rente imaginée. Imaginons, pas un krach soudain, pas un effondrement à la Lehman, quelque chose de plus insidieux. Un trimestre où les résultats de Nvidia déçoivent légèrement. Un grand compte qui annonce publiquement qu'il réduit ses investissements IA. Un rapport d'analyste respecté qui revoit à la baisse les projections de revenus cloud. Un deuxième trimestre de suite en dessous des attentes, puis un troisième. Le FOMO peut se retourner. Les entreprises qui investissaient par peur de ne pas y être commencent à avoir peur d'y être trop. Les budgets se resserrent, les renouvellements de contrats se discutent plus âprement. Les pilotes qui n'avaient pas donné de résultats ne sont plus renouvelés. Ce n'est pas un scénario apocalyptique, c'est un scénario de normalisation dure. Et il faut le penser précisément, couche par couche. Commençons par les laboratoires de modèles fondation, les OpenAI, Anthropic et leurs équivalents. Ce sont les acteurs les plus exposés à une révision brutale de valorisation si la rareté se fissure. Leur valorisation repose en grande partie sur l'idée que la couche modèle concentrera durablement une part exceptionnelle de la valeur. Si cette idée se fissure, si les modèles open weight continuent de progresser, si les prix d'inférence poursuivent leur chute, si les clients commencent à arbitrer davantage sur le coût et l'intégration que sur le prestige du modèle, alors les multiples de valorisation deviennent très difficiles à défendre. Cela ne veut pas dire que ces entreprises disparaîtront. Certaines ont des revenus réels et croissants. OpenAI dépasse les 25 milliards annualisés. Anthropic revendique 14 milliards. Mais il y a une différence considérable entre être une entreprise de 15 milliards de revenus et être valorisée 300 ou 500 milliards. Le repricing ne tuerait pas le business. Il comprimerait le récit. Ensuite, Nvidia. Si les hyperscalers temporisent, Nvidia le sent immédiatement.
Mais Nvidia a aussi quelque chose que la plupart des acteurs de la bulle .com n'avaient pas. Des marges de 75%, des bénéfices colossaux, un quasi-monopole technique et un carnet de commandes de plusieurs centaines de milliards. Un ralentissement ferait baisser la valorisation, probablement de manière violente. Il ne menacerait probablement pas l'existence de l'entreprise. Nvidia survivrait à un dégonflement. Son cours de bourse, non. Et c'est une distinction importante pour les investisseurs. Les hyperscalers, eux, sont dans une position différente encore. Microsoft, Amazon, Google et Meta ne sont pas des pure players IA. Ils ont des revenus diversifiés, des positions de marché dominantes dans d'autres domaines, des cash flows massifs. Un ralentissement de l'IA leur ferait mal aux marges et pèserait sur la croissance cloud. Mais il ne remettrait pas en cause leur existence. En revanche, il porterait le coût de la surcapacité. Toute cette infrastructure construite à grande vitesse, tous ces data centers, toutes ces puces commandées, une partie serait sous-utilisée pendant un temps, et les dépréciations d'actifs pourraient être significatives. C'est ce qui s'est passé avec la fibre après 2001. L'infrastructure existait, elle était utile, mais il a fallu des années pour que la demande la remplisse. Pendant ce temps, ceux qui l'avaient payé au prix fort ont porté la charge. Puis il y a les startups. C'est là que la correction serait la plus brutale. Pas toutes les startups. Celles qui ont un produit qui remplace un coût réel, qui s'insère dans un budget existant, qui a des revenus récurrents et des clients fidèles. Celles-là survivraient probablement, peut-être même se renforceraient dans un marché assaini. Mais les startups qui ne sont que des couches fines, des wrappers, autrement dit des surcouches, posées sur un modèle qu'elles ne contrôlent pas, qui n'ont ni canal commercial propre, ni données différenciantes, ni relations clients profondes, ni avantages techniques défendables, celles-là disparaîtraient vite. Dans toute correction technologique, les wrappers sont les premiers à partir. Et il y a les entreprises clientes. Pour elles, un dégonflement ne serait pas forcément mauvais. Il ramènerait les prix à la raison. Il forcerait les fournisseurs à prouver leur valeur plutôt qu'à vendre du rêve. Il transformerait un marché de promesses en un marché de résultats. L'acheteur, paradoxalement, y gagnerait en pouvoir de négociation. Mais il y aurait aussi des dégâts. Les entreprises qui auraient engagé des transformations lourdes sur la base de promesses IA se retrouveraient avec des coûts irrécupérables et des projets inachevés. Et les budgets IT, dans un contexte macro plus difficile, seraient les premiers à être coupés. Et puis il y a l'Europe. L'Europe est dans une position paradoxale face à un éventuel dégonflement. D'un côté, elle a peu de champions purs dans la couche modèle. Mistral est le plus visible, mais on a vu ses limites actuelles. L'Europe n'a pas les moyens de rivaliser sur le terrain du capex brut. De l'autre, si la valeur se déplace vers la conformité, l'intégration, la souveraineté des données, la gouvernance, le logiciel vertical, les services d'implémentation, alors l'Europe pourrait se retrouver mieux positionnée qu'on ne le pense, parce que ce sont des compétences où elle n'est pas désavantagée, où sa tradition réglementaire, parfois moquée, pourrait devenir un atout, et où la proximité client, la langue, la culture, la connaissance sectorielle comptent autant que la puissance brute du modèle. Ce n'est peut-être pas une bulle au sens classique, mais ce n'est certainement pas un marché en équilibre. Chapitre 8. Ce qui survivra. Les grandes bulles détruisent du capital. Elles ne détruisent pas toujours les infrastructures. Le plus difficile est de distinguer, à temps, ce qui restera de ce qui était payé trop tôt. Reste maintenant la seule question qui compte vraiment. Non pas l'IA est-elle une bulle? Cette question est trop grossière pour être utile. Mais où se loge exactement l'excès? Dans les capex, dans les valorisations, dans l'idée d'une rente rapide? Et qu'est-ce qui, dans tout ce que nous avons décrit, est structurel ou n'était qu'un prix payé trop tôt pour une promesse qui prendra plus de temps que prévu? Ce qui est structurel, c'est que l'intelligence artificielle entre durablement dans les flux de travail. Les outils de code fonctionnent, l'assistance documentaire fonctionne, l'automatisation de certaines tâches de support, de synthèse, de recherche, de classification fonctionne. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas magique, mais c'est réel et c'est irréversible. Aucune entreprise qui a constaté un gain mesurable ne reviendra facilement en arrière. Ce qui est structurel aussi, c'est que l'infrastructure construite servira. Peut-être pas demain, peut-être pas au rythme que les marchés espèrent, mais les data centers ne seront pas démontés, les GPU ne seront pas jetés. La fibre posée pendant la bulle télécom a fini par transporter le cloud, le streaming, le commerce en ligne. Elle a mis 10 ans à trouver sa pleine utilité, mais elle a servi. L'infrastructure IA suivra probablement un chemin comparable. Ce qui est structurel enfin, c'est la redistribution de la valeur le long de la chaîne. La distribution, l'intégration, la conformité, la verticalisation montent en importance à mesure que la couche modèle se commoditise. Ce mouvement ne s'arrêterait pas avec une correction, il s'accélérerait probablement. Maintenant, ce qui n'est peut-être pas structurel, les multiples de valorisation actuels de certains acteurs.
Si la rareté du modèle se dégrade, si la concurrence s'intensifie, si les revenus mettent plus de temps que prévu à rattraper les capex, ces multiples se comprimeront. Pas nécessairement parce que les entreprises sont mauvaises, mais parce que le marché avait déjà intégré dans le prix un futur qui met plus de temps à arriver. Le rythme de dépenses. Les 600 milliards de capex annuels ne sont peut-être pas soutenables si les revenus ne suivent pas au rythme espéré. Un ralentissement des commandes est non seulement possible, mais presque mécanique à un certain point. Et ce ralentissement, même modéré, se propagera dans les résultats de Nvidia, dans le Nasdaq, dans la confiance générale. Et le récit lui-même, l'idée que l'IA devait produire une rente rapide, propre, concentrée, presque immédiate. Ce récit a nourri les valorisations, les levées, les annonces, les slides de comités exécutifs, les keynotes, les conférences. Si la réalité se révèle plus lente, plus diffuse, plus compétitive, plus fragmentée que ce récit, alors le récit devra être corrigé. Et les corrections de récit, dans les marchés financiers, ne se font jamais en douceur. Carlota Pérez, l'économiste vénézuélienne qui a le mieux étudié les cycles technologiques longs, distingue deux phases. La phase d'installation, où le capital afflue vers une technologie nouvelle, où les valorisations s'envolent, où l'infrastructure se construit et où une partie du capital est inévitablement détruite dans l'excès. Puis la phase de déploiement, où la technologie, désormais installée, commence à être réellement absorbée par l'économie, à transformer les organisations, à produire des gains durables, à stabiliser ses modèles économiques. Entre les deux, presque toujours, il y a une correction, un moment de vérité, un réalignement entre les attentes et la capacité réelle d'absorption. Si Pérez a raison, et l'histoire suggère qu'elle a souvent raison, alors nous sommes peut-être quelque part dans la fin de la phase d'installation. Le capital a afflué, l'infrastructure se construit, les valorisations se sont envolées, et le moment de vérité approche. Ce moment ne sera pas la fin de l'IA, ce sera le moment où le marché cessera de la valoriser comme une promesse et commencera à la valoriser comme une réalité, avec ses vrais revenus, ses vrais coûts, sa vraie structure concurrentielle, ses vrais taux d'adoption, ses vrais obstacles. Ce sera moins exaltant et plus juste. Les gagnants de la phase suivante ne seront pas nécessairement ceux qui auront crié le plus fort pendant la phase précédente. Ce seront ceux qui auront construit quelque chose d'utile, d'intégré, de difficile à remplacer. Les rails ont survécu à la Railway Mania, la plupart des compagnies, non. La fibre a survécu à la bulle télécom, mais ceux qui l'avaient posée n'étaient pas ceux qui l'ont le mieux exploité. Internet a survécu au crack, mais les gagnants de 2020 n'étaient pas les stars de 1999. L'IA probablement suivra ce schéma. La technologie restera, l'infrastructure servira, les usages se développeront. La carte des profits, elle, sera rebattue. Si je devais quand même me mouiller à horizon 31 décembre 2026, je dirais ceci. Et le simple fait d'avoir à se projeter ainsi dit déjà quelque chose du moment. Le marché demande à une transformation industrielle longue de rendre un verdict avant la fin de l'année. Les couches les plus solides restent probablement celles qui tiennent tant que la construction continue. L'infrastructure réellement nécessaire, les grands distributeurs capables d'absorber une correction, les logiciels qui remplacent déjà un coût mesurable, la sécurité, la conformité, l'orchestration, tout ce qui devient plus utile quand l'euphorie retombe et que les entreprises recommencent à demander des preuves. Les zones les plus fragiles, à l'inverse, me semblent être celles dont la valorisation dépend encore d'une rente trop théorique. Les acteurs de frontières qui dépendent presque entièrement de ce marché-là, sans distribution suffisante, les wrappers faibles, les business trop dépendants d'un pricing premium durable, et tous les récits qui supposent qu'une technologie puissante se convertisse automatiquement en profit stable. En clair, si je devais me mouiller, je dirais que le risque porte moins sur l'infrastructure que sur les promesses de rente construites autour d'elle. Le plus honnête, au 21 mars 2026, n'est ni de nier l'IA, ni de s'agenouiller devant elle. Le plus honnête, c'est de reconnaître ceci. Nous sommes peut-être en train de construire une infrastructure majeure, au prix d'un immense malentendu sur le temps qu'il lui faudra pour payer. Vous écoutiez La Bulle IA, anatomie d'un malentendu financier. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce travail vous plaît, vous pouvez vous abonner, partager l'épisode et nous laisser une note. À très bientôt!